Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Comment trouver l'équilibre entre les besoins de l'élève et les besoins du prof? Tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Comment essayer d'équilibrer? Comment est-ce que l'adulte peut essayer d'équilibrer tout ça? Alors, la grande différence qu'il y a entre l'adulte et l'enfant, c'est que l'adulte, il a un cerveau, normalement, si on a plus de 25 ans, Ouais. selon les neurosciences, selon les études actuelles, entre 25 et 35 ans, normalement, on a un cerveau opérationnel. Donc, on a en tout cas un cortex suffisamment fonctionnel pour pouvoir réguler nos émotions. D'accord ? Donc, nous adultes, on est en capacité de différer notre besoin. D'accord ? Ça ne veut pas dire le mettre au placard pour les 50 prochaines années. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ici et maintenant, je me vois réagir, j'ai envie de passer cet élève par la fenêtre, je comprends que je suis en stress, je comprends que ma réaction, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire passer cet élève par la fenêtre, eh bien, c'est en fait une réaction qui m'appartient parce que je suis stressée, parce que je n'ai pas assez dormi, parce que ceci, parce que cela. Et donc, je suis moi-même en capacité, grâce à des outils de gestion de stress, de potentiellement pouvoir me faire redescendre, d'accord, réguler mon cerveau pour pouvoir envisager cette situation de manière objective et calme. Ce que l'enfant, lui, n'est pas forcément capable de faire. D'accord ? L'enfant, lui, quand ils sont petits, notamment, en dessous de 5 ans, les enfants, ils sont dans l'émotion. Et quand ils sont dans l'émotion, on n'a pas accès au cortex, on n'a pas accès à cette partie du cerveau qui est capable d'analyser les choses et de comprendre le discours qu'on leur donne. D'accord ? Donc, il y a besoin de réguler l'émotion, de réguler le cerveau limbique avant de pouvoir lui expliquer les règles de vie dans la classe, etc. Alors, tout à l'heure, on parlait d'autorité. Et si je demande maintenant comment... je vais parler de limites et de fermeté par rapport à la politesse, par exemple. Parce que j'ai un élève qui est insolent avec moi. Comment est-ce que... Changer ce comportement. Non, pas changer ce comportement, mais essayer de... Maintenir peut-être cette positivité. Maintenir cette posture. Tout ça, c'est en rapport toujours avec nos valeurs. Alors, c'est quoi être insolent ? Être insolent, c'est un élève qui nous répond t'as qu'à le faire toi-même ou des choses comme ça. Okay. Et comment je me sens quand cet élève est insolent ? Je ne me sens pas respectée. Je ne me sens pas respectée, ok. Donc ça veut dire que la façon dont cet élève parle ou se comporte, en fait, va aller toucher mon besoin de respect. Oui. Mes limites. D'accord ? Donc la question, c'est comment je peux poser mes propres limites sans rentrer dans de la violence par rapport à cet élève, qui soit de la violence physique ou verbale. Ou verbale, oui. D'accord ? Comment ? Eh bien là, on va aller direct, j'ouvre la porte tout grand, vers les émotions. Quelle émotion ça vient chercher quand un élève me lance des insultes ou a un comportement insultant vis-à-vis de moi ? La colère ? Oui, la colère, exactement. La colère, tout à fait. C'est la colère. La colère, c'est l'émotion qui est déclenchée quand on se sent agressé. Que ce soit une agression réelle ou supposée. D'accord ? C'est-à-dire que je peux me sentir agressée parce que je viens de me prendre un coup de poing dans la figure, mais je peux me sentir agressée parce qu'on m'a envoyé, c'est l'expression que j'utilise avec les enfants, des mots cailloux. De toute façon, toi, t'es pas mon copain, t'es nul. D'accord ? Je peux me sentir agressée ou je peux me sentir agressée par des insultes. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce que j'aime bien prendre, moi, c'est l'image de la voiture, en fait. Je suis une voiture avec une belle carrosserie, d'accord ?
Et cette carrosserie, en fait, c'est ma sphère de sécurité. C'est là où je me sens bien. Et on pourra parler des jugements aussi après. Ce matin, il y a une espèce d'imbécile avec sa voiture qui a embouti ma voiture. Il est rentré dans ma voiture. Il a abîmé ma carrosserie. Il a abîmé ma sphère de sécurité. D'accord ? Il a fait un impact. Il est rentré là, dans ma sphère de sécurité, là où je ne voulais pas qu'il rentre. D'accord ? Eh bien, la colère, c'est une émotion. Donc, les émotions, elles sont naturelles, elles sont universelles, elles ont un versant physiologique. Et on cherche à les exprimer et non à les contrôler. Tout à fait. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'elles ont une fonction. Et donc, la fonction de la colère, c'est de me réparer. La colère, pourquoi est-ce que je me sens agressée quand cette espèce d'imbécile emboutit ma voiture ? Eh bien, parce qu'il m'a fait du mal, en fait. Et pourquoi ? Ça va gêner, ça va déclencher chez moi de la colère. Et ma colère, ça va être ce petit marteau que je vais prendre pour taper sur ma carrosserie pour lui rendre sa forme initiale. D'accord ? Donc, la colère, elle est utile. La colère, elle sert à me réparer d'une agression. D'accord ? À retrouver ma sphère de sécurité. Par contre, si j'ouvre la fenêtre de ma voiture, que je prends mon marteau et que je balance le marteau par la fenêtre pour l'envoyer sur la tête de cet imbécile, on n'est plus dans de la colère, on est dans de la violence. Okay ? C'est-à-dire que la violence, en fait, elle est issue de la colère, mais elle va aller agresser l'autre. Lui, il se sent agressé, ça déclenche de la colère. Et je vais aller l'agresser. Il va m'agresser, je me sens agressée, etc. On est dans ce qu'on appelle le 8 de la violence. C'est parti pour un tour, on ne peut pas s'en sortir. D'accord ? Donc, en fait, l'histoire, la clé de l'énigme, c'est de réussir à exprimer ma colère sans rentrer dans de la violence. Exprimer ma colère pour faire respecter mes valeurs sans rentrer dans de la violence. Donc, comment je dis à cet élève qu'en fait, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il me parle parce que je me sens agressée, sans l'insulter ou lui crier dessus derrière. C'est là, en fait, où on a une petite marge de manœuvre. Et donc, plus on va apprendre, en fait, à exprimer notre colère sans attaquer les autres, et plus ce sera facile pour nous de faire respecter nos limites et donc de ne plus être en situation de se faire agresser par quelque chose. Donc cet élève, c'est comment je vais lui dire « Stop, ça, la façon dont tu parles, ça ne me va pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est pas je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas toi qui es fautif. C'est pas toi qui fais mal. C'est pas toi qui insulte. C'est je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de se passer. Là, c'est toi qui dis ces mots-là. Ça pourrait être ton voisin, ça pourrait être un tel, et ça reviendrait exactement au même pour moi. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère pour me faire respecter, ce qui n'est pas la même chose. Petit rappel, donc c'est quand même c'est quelque chose qu'on développe au fil des années. On ne vous demande pas d'être parfait demain. D'accord ? Petit rappel aux auditeurs. Hein. Non, mais au fil des années, et encore à condition de travailler là-dessus. À condition de le vouloir, oui. Hein. À condition de pouvoir travailler là-dessus, de comprendre qu'il y a un enjeu là-dedans et de faire le choix d'aller creuser de ce côté-là. Ça peut être deux choses. L'expérience, ça peut être en fait se retrouver du coup dans des situations d'échec relationnel et en fait accumuler ça comme une collection de timbres et de se dire c'est pas grave, j'encaisse. C'est absolument invivable. Et ça devient invivable et c'est la porte ouverte au burn-out professionnel. Ou alors l'expérience, ça peut être apprendre à prendre du recul par rapport à certaines situations ou à poser un nouveau regard sur les situations parce que entre-temps, on a appris de nouvelles choses et que finalement, on comprend les choses différemment, on voit le problème sous un autre angle et donc on aborde les choses différemment et bizarrement, ça débloque plus facilement que quand on tape toujours au même endroit avec le même outil. Oui. Baimiti, tu avais une question ? Moi, j'avais une question.
comment faire pour sortir l'élève de cette façon de communiquer? Parce que souvent, tout dépend du milieu familial ou de la famille dans laquelle il est éduqué. Mais souvent, c'est la manière de communication des parents qu'ils ont avec les élèves, avec leurs enfants. Quand ils font une bêtise, ils leur crient dessus. Et du coup, quand ils viennent à l'école, ils s'attendent aussi peut-être des fois à ce que quand ils font une bêtise, l'enseignant réagisse comme les parents le font. Et je me demandais comment faire du coup pour casser cette façon de penser pour l'élève, pour qu'il se dise là c'est pas pareil, il faut pas réagir de la même façon. Effectivement, les enfants, ils apprennent par ce qu'ils voient et par ce qu'ils expérimentent. Donc, effectivement, un enfant qui est baigné dans de la violence à la maison ou dans des insultes, qu'elles soient physiques ou verbales, je mets les insultes dans la violence verbale, eh bien, il va reproduire ce mode relationnel. D'accord ? Parce qu'il ne connaît que ça en termes de mode relationnel, il ne connaît que ça en termes de communication. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir communiquer avec vous, il va communiquer dans son répertoire à lui. Donc, à chaque fois qu'il va vouloir communiquer avec vous, il va utiliser des insultes. Et puis, s'il voit que ça ne marche pas, il va aller au niveau au-dessus. Parce qu'il ne connaît que ça. Donc, après, moi, là où j'ai une marge de manœuvre, c'est justement en lui montrant qu'on peut faire différemment. C'est-à-dire que si je réponds à la violence par la violence, en fait, je valide son système. Mais on a vraiment c'est naturel en fait quand on se sent agressé de tomber là-dedans. Si on n'a pas travaillé là-dessus, je suis pas en train de dire que c'est facile à faire. Hein. Quand on n'a pas travaillé là-dessus, c'est naturel de quand on se sent agressé d'avoir envie d'agresser en retour. C'est naturel d'en avoir envie, c'est pas logique de le faire, d'accord ? Donc pour l'enfant c'est pareil. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il ait ce mode de communication qui est violent. Maintenant, ce n'est pas parce que je le comprends que je vais le valider. Ce n'est pas parce que je le comprends que je vais l'accepter. Je vais accepter l'émotion, c'est-à-dire j'accepte le fait que tu puisses être en colère, mais je vais dire non au comportement. Je ne suis pas d'accord pour que tu insultes ou que tu tapes. Ok, et du coup, la communication positive, c'est bien, ça peut être nécessaire. Mais comment on peut maintenir cette positivité quand on est face à des situations un peu plus compliquées, un peu plus graves, du harcèlement ou vraiment des élèves perturbateurs Oui, alors le harcèlement et les élèves perturbateurs, ce sont deux processus différents. Je déplace ça parce que je ne te vois pas bien. Le harcèlement, c'est un problème systémique. C'est-à-dire que dans le harcèlement, il y a un harceleur, un harcelé, et il y a des témoins. D'accord ? Donc, on ne va pas régler le problème du harcèlement en one-to-one. Ce n'est pas parce qu'on va discuter avec le harceleur ou discuter avec la victime qu'on va pouvoir désamorcer un système de harcèlement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord ? Là, il faut toucher au système. Par contre, par rapport au comportement problématique, tu peux me répéter la question du coup ? Alors oui, comment maintenir cette positivité donc dans la communication positive, mais en faisant face à des défis comme par exemple des élèves perturbateurs. C'est sûr que si les enfants sont calmes et tout ça, ça ne vient pas nous chercher sur du stress. Donc, on va avoir une très grande facilité à gérer les situations. Là, quand ça vient nous chercher sur du stress, ça veut dire que nous, on se sent dépassé par rapport à ce qui se passe. Ça veut dire que en fait, ce qui est facile à gérer pour moi ne me pose pas de problème. Donc, en fait, il y a tout un volet qui est à travailler chez moi, adulte. C'est qu'est-ce qui fait que cette situation me pose problème, d'accord ? Alors, bien sûr, il y a tout le volet de compréhension du comportement de l'enfant. Mais pour pouvoir s'attarder à la compréhension du comportement de l'enfant, il faut que moi-même, je sois disponible pour ça. Parce que si moi, la situation, elle vient me chercher sur du stress, je suis dans le même état
qu'un enfant sous stress, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de réfléchir. Et je vais être en réaction à ce qui se passe et pas en réponse à ce qui se passe. D'accord ? C'est que je vais réagir à la situation et donc je vais tomber dans de la colère, de la prise de pouvoir, quelque chose comme ça. D'accord ? Et donc, j'ai besoin, moi, d'analyser peut-être en premier ce que ça vient chercher chez moi. Et une fois que j'ai compris ce que ça vient chercher chez moi, quel besoin n'est pas satisfait dans cette histoire, et que je fais le choix soit de m'en occuper tout de suite, soit de m'en occuper un tout petit peu plus tard, pas dans 50 ans, hein, ce soir ou demain ou la semaine prochaine, eh bien, en fait, du coup, la situation, quand elle se représentera, elle ne me mettra plus en stress et je serai en mesure, du coup, d'aller étudier ce qui se passe pour l'enfant. Donc oui, on a besoin en fait de prendre soin de soi avant de pouvoir être disponible à l'autre pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour lui. Je voudrais demander au niveau de cette notion de conversation positive. Communication positive. Au niveau de cette positivité, est-ce que c'est plus comme de la communication non verbale où on va mettre en avant les émotions comme outil en fait pour communiquer plus que cet aspect positif? Alors c'est tout un ensemble. Hein. La communication positive, en fait, on se centre sur les besoins. Alors il y a les besoins de la pyramide de Maslow, il y a les besoins émotionnels. Donc oui, ça comprend tout ça. Alors, tu as parlé de communication non verbale ou non violente ? Non violente. Non violente, oui. La CNV, c'est un des outils. Après, concrètement, il y a plusieurs courants. Hein. Il y a la CNV, la communication positive, l'éducation positive, bienveillante, etc. Il y a beaucoup de noms. Concrètement, on est sur le fond, on est sur la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas s'attaquer au problème, on va s'attaquer à ce qu'il y a sous le problème. D'accord ? C'est l'image de l'iceberg. C'est-à-dire que le comportement problématique de l'enfant, c'est la pointe de l'iceberg. C'est le symptôme ? C'est le symptôme. Si je m'occupe que du symptôme, que de la pointe de l'iceberg, je vais pouvoir peut-être l'éliminer, mais le reste, il va remonter à la surface et donc je vais avoir autre chose. Tant que je ne m'occupe pas de la base de l'iceberg, c'est-à-dire du besoin, eh bien, je ne résoudrai pas le problème. Donc, en quoi c'est positif ? Qu'on appelle ça positif ou bienveillant. L'idée, surtout là-dessous, c'est vraiment de se dire, en fait, cet élève-là, il ne fait pas ça pour embêter son copain, il ne fait pas ça parce qu'il me cherche, ou parce qu'il ne m'aime pas, ou parce que c'est contre moi. Il fait ça parce qu'il a un besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas assouvi. Et donc, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe pour lui pour pouvoir y répondre soit directement parce que c'est dans mon cadre de compétences et que je suis en mesure de le faire, soit de faire passer le relais parce que vous êtes enseignant, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas assistant social, vous n'êtes pas tous les autres métiers qui sont autour de l'humain. Donc, mais déjà de le reconnaître, c'est déjà quelque chose d'énorme pour l'enfant. Même si lui, il n'attend pas forcément que vous lui apportiez une solution, il attend d'être entendu dans sa problématique. Ce qui est complètement différent. Si aujourd'hui je vous dis, oh là là, je suis super stressée parce que j'ai plein de changements dans ma vie, etc. Et puis j'arrive pas à avancer et machin. En fait, je n'attends pas de vous que vous me donniez des solutions sur comment organiser ma vie. D'accord ? J'attends de vous, en fait, juste que vous m'écoutiez dans ce qui se passe pour moi. D'accord ? Que vous écoutiez peut-être ma peur du changement, que vous écoutiez ma colère parce que je n'arrive pas, parce que j'ai des contraintes, voilà, que vous écoutiez mes émotions dessous. Et une fois que vous aurez écouté mes émotions, mes solutions, je pourrais les trouver toute seule. Mais si j'y arrive pas, je viendrai vous poser des questions. Okay ? Et les enfants, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il vous est déjà arrivé, en fait, peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, un truc difficile à vivre, vous allez voir votre meilleur copain ou votre meilleure copine, vous lui racontez quelque chose et puis elle vous dit « Ah, mais t'inquiète pas, ça va aller. » Bah ok, merci, je m'en fous de ce que tu viens de me dire, quoi. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que pour moi, c'est difficile. Et j'ai pas envie que tu me donnes des solutions, j'ai pas envie que tu me dises « Ah, mais tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. » J'ai pas envie que tu me donnes des conseils, j'ai juste envie d'une oreille pour pouvoir dire ce qui se passe pour moi.
Et après, si j'ai besoin de conseils, je viendrai te voir. OK ? Oui. Donc, on a besoin d'être entendu dans ce qui se passe pour nous, mais pas forcément d'avoir des solutions. Mais comme nous, on est souvent habitués à être dans la proactivité et dans l'efficacité, on court-circuite ce chemin-là et tout de suite, on va apporter des solutions aux gens. Productivité. Vas-y. Ouais. Non, j'étais juste pour revenir. Donc, du coup, c'est vrai que si l'enfant par lui-même, il va se sentir en sécurité avec toute cette approche, en fait, de lui-même, il va peut-être pouvoir être plus proactif dans l'apprentissage et ainsi de suite. En fait. Alors, un enfant qui se sent en sécurité, qui a ses besoins satisfaits, qui se sent en sécurité dans la relation avec son enseignant, il va pouvoir venir vous voir quand il a des problématiques plus facilement. Et il ne va pas forcément attendre de vous des solutions, mais en tout cas, il va être confiant sur le lien d'attachement qui vous lie tous les deux. D'accord ? Et l'attachement, c'est un lien vital et c'est la base de la relation. D'accord ? Et l'enfant, quand il est sécure dans ce lien-là, eh bien, en fait, vous l'emmenez où vous voulez. D'accord ? Il va vous suivre. Voilà. Très bien, donc nous retiendrons de ce podcast qu'il faut d'abord prendre soin de nous pour prendre soin de nos très chers élèves. Merci beaucoup. Merci. Merci Maude et à très bientôt. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Ce podcast vous a été présenté par l'INSPE de la Polynésie française. Rendez-vous sur inspe.upf.pf.